Je suis Julie Frering, directrice générale adjointe d'Elanciel. Ma complice pour cet exercice, c'est Karine Vigne, qui est formatrice et qui intervient notamment sur cette formation certifiante. Avant de commencer, je vais vous faire une petite présentation rapide d'Elanciel. Donc, Elanciel, notre vocation, c'est de développer les compétences relationnelles et comportementales en milieu professionnel. Chez Elanciel, tout le monde est formé à l'approche systémique de l'école de Palo Alto. Donc, c'est vraiment un paradigme qui guide et sur lesquels s'appuie chacun de nos savoir-faire. Nos savoir-faire qui se découpent en plusieurs types d'activités. D'abord, notre activité historique qui est l'accompagnement vers l'emploi. Donc, nous accompagnons des bénéficiaires des minima sociaux notamment et des personnes qui sont très éloignées de l'emploi vers un retour durable à l'emploi dans le cadre de dispositifs d'insertion socio-professionnelle, notamment pilotés par la métropole de Lyon. Et donc, évidemment, nous accompagnons ces personnes avec l'approche systémique de l'école de Palo Alto, ce qui fait qu'on a une approche très pratico-pratique aussi de l'approche systémique et c'est ce qu'on transmet dans nos formations. L'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires du RSA, notamment, c'est l'activité historique d'Elanciel et ça représente aujourd'hui encore la moitié de notre activité. Le deuxième champ d'intervention d'Elanciel, c'est l'accompagnement des collectifs de travail, des collectifs et des individus dans ce qui touche par exemple à la facilitation du changement, dans la gestion des situations difficiles, des conflits ou dans l'animation des collectifs de travail divers et variés, des équipes pluridisciplinaires jusqu'au comité de direction. L'idée étant évidemment avec l'approche systémique, Karine interviendra sur cette partie-là juste après, de pouvoir décomplexifier en fait des situations qui sont soit bloquées, soit difficiles, de permettre aussi d'accompagner le changement et puis de permettre à des professionnels qui seraient en difficulté dans des situations de conflit ou d'équipes qui ne s'entendent pas très bien à justement pouvoir reconsidérer leur situation, faire un pas de côté et débloquer des situations. Nous avons aussi une activité d'audit, qu'il s'agisse de diagnostic des risques psychosociaux, de plans de prévention, et puis nous sommes habilités par la Haute Autorité de Santé pour mener des évaluations externes des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc avec l'approche systémique, ça fait des audits un petit peu différents puisqu'on s'interdira de comparer un référentiel avec des pratiques, mais bien d'essayer de comprendre en termes d'adaptation en fait à la règle, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'on n'est peut-être pas complètement dans les clous et en tout cas en quoi ça se justifie. Et puis du coup ça permet d'avoir des diagnostics ou des évaluations externes qui soient vraiment orientées vers l'accompagnement et du coup comment est-ce qu'on se saisit de cet exercice qui sont souvent des exercices obligatoires pour remobiliser des ressources et du coup améliorer la qualité des interventions ou des prestations quand il s'agit d'évaluation externe. Et puis notre dernière activité, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la formation professionnelle. Donc, nous avons évidemment un parcours certifiant en approche systémique, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui pour certains et pour certaines. Et puis sinon, plus largement, on intervient sur tout ce qui est compétences relationnelles et comportementales. Donc, ça va de la gestion des situations difficiles, par exemple, pour les professionnels qui sont en contact avec le public, qu'il s'agisse de bénéficiaires, de patients, d'usagers ou de clients. On intervient également sur comprendre et repérer les addictions en milieu professionnel, par exemple. On intervient sur tout ce qui est discrimination, sexisme. On intervient également sur comment gagner en confort dans la relation avec les partenaires sociaux, par exemple, pour tous les personnes qui sont en charge des ressources humaines, les négociations notamment avec les partenaires sociaux. Voici quelques-uns de nos champs d'intervention en formation professionnelle. Toutes ces infos sont bien évidemment à retrouver sur le site internet d'Elanciel.
Je crois que j'en ai terminé avec la présentation des lanciels. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas une seconde. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je reprendrai la parole un petit peu plus tard dans la présentation, mais pour l'instant, je laisse la parole à Karine Vigne, donc, qui est formatrice. Et j'aurai donc une question, Karine. C'est quoi l'approche systémique et surtout à quoi ça sert? Merci Julie. Donc bonjour à tout le monde, puisque je ne me suis pas encore exprimée. Donc l'approche systémique, c'est l'approche systémique et stratégique. C'est une approche en fait qui permet d'accompagner le changement. Elle permet la compréhension des systèmes complexes, la prise de décision et la mise en place d'actions correctrices nécessaires au changement. Pour faire simple. Donc quand on parle de changement, on s'adresse aussi bien à des individus qui ont envie de changer quelque chose en eux-mêmes ou qui ont envie de modifier leurs relations avec d'autres personnes, en général des membres de leur famille ou des collègues de travail. Les autres clients de cette approche peuvent être des entreprises. Souvent, on peut être amené à intervenir sur des changements de process où les entreprises ont peur de faire face aux résistances habituelles. On peut également intervenir avec cette approche dans les entreprises pour résoudre des dysfonctionnements. Par exemple, une petite guéguerre entre deux services qui génère des dysfonctionnements. Également, en entreprise, on peut intervenir pour accompagner un individu qui aurait besoin d'étayer sa posture ou un individu pointé du doigt comme dysfonctionnel. Là où est intéressante en fait cette approche, particulièrement pertinente et surtout efficace, c'est dans les situations dites bloquées, quand on a l'impression d'avoir tout essayé, que rien n'a fonctionné. Et donc, c'est là qu'on va vraiment pouvoir travailler avec cette approche systémique. Paul Václavic disait « La solution, c'est le problème ». On va donc s'interroger sur tout ce qui a été mis en place et qui n'a pas fonctionné avant pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie. Du coup, je vais vous donner un petit exemple je suis désolée, ça va être peut-être un petit peu long, un petit exemple pour comprendre comment ça marche. Avec Elanciel, on intervient en supervision dans des crèches, crèches municipales, peu importe, et on arrive auprès d'une équipe qui dit être au bout du rouleau. Donc, je vous épargne tout le travail de questionnement pour arriver au problème réel, parce que bien entendu, le problème apporté n'est jamais le problème à résoudre. Donc, cette équipe accueille un petit garçon de 2 ans qui est particulièrement intenable, qui tape sur tout, et particulièrement sur la porte du dortoir des nourrissons pendant le temps de la sieste. Et donc, on va questionner. Elles ont l'impression d'avoir tout essayé pour empêcher ce petit garçon de taper sur la porte. Et c'est là qu'on intervient avec ce qu'on appelle un mouvement stratégique à 180 degrés. C'est qu'elles ont tout essayé pour empêcher. Le 180 degrés d'empêcher, c'est encourager. Et donc, on va travailler avec elles sur qu'est-ce qu'elles pourraient imaginer pour encourager ce petit garçon à taper. Donc, elles ont été d'une créativité folle. Et la solution qui a été retenue et qui a fonctionné, c'est d'offrir au petit garçon un djembé, donc un tam-tam, et de l'autoriser à taper dessus pendant le temps de la sieste, soit dans la cour, soit dans une pièce complètement à l'opposé du dortoir. Bon, alors, ça peut paraître facile un peu comme ça. La théorie, elle est facile à comprendre. Ce qui est difficile en systémie, c'est de s'approprier le changement de paradigme. Pour opérer ce changement de point de vue, il va falloir prendre une autre paire de lunettes. Je vous parlerai de ce changement de paradigme après vous avoir raconté l'histoire de l'école de Palo Alto. Donc, un peu d'histoire. Je vais essayer de ne pas être trop barbante. Donc, la systémie, en fait, elle préexiste à l'école de Palo Alto. C'est le début du XXe siècle, avec des mathématiciens et surtout des biologistes, en fait, qui vont repérer dans les systèmes certains fonctionnements. Et donc, en fait, Gregory Bateson, qui sera le fondateur de l'école de Palo Alto,
rencontre ces spécialistes de la systémie, plutôt des spécialistes des sciences dures, aux conférences de Massy. Donc, les conférences de Massy, pour situer rapidement le contexte, Massy, c'est un milliardaire américain. Et après la guerre, il convoque à New York tous les spécialistes de différents domaines et sa commande, c'est travailler sur le cerveau humain. Et donc, c'est là que Gregory Bateson va rencontrer ces systémiciens, biologistes, mathématiciens, physiciens, et où il va se dire, mais finalement, ces systèmes biologiques, ça ressemble peut-être un peu au système de la communication. Et donc, il va faire un rapprochement entre les deux, et pour étudier ça, il va fonder l'école de Palo Alto. Donc, on dit école de Palo Alto parce que Palo Alto, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans la banlieue de San Francisco. Voilà. Donc, l'école de Palo Alto, elle naît en 1952 à l'initiative de Gregory Bateson. Il va être rejoint par un grand nom de l'approche systémique stratégique qui est Paul Václavic. Donc, Paul Václavic, c'est celui qui a le plus écrit sur l'approche systémique et stratégique. C'est celui qui fait figure de proue de l'école de Palo Alto et qui a contribué à diffuser cette approche dans le monde entier. Mais ils ne sont pas tous les deux à œuvrer dans cette école. Voilà, des personnes qui font référence. Donc, pour revenir sur Gregory Bateson, en fait, lui, il pose comme principe, parce qu'à l'époque, en fait, je reviens un petit peu en arrière, je suis désolée, il travaille à l'hôpital des vétérans américains et il s'intéresse à la schizophrénie. Donc, ce qui met en évidence en appliquant les principes de la communication à la systémie, c'est que la schizophrénie n'est pas une maladie, mais le résultat d'un dysfonctionnement de la communication dans une famille. Donc, ça chamboule un peu le monde de la psychiatrie, ça remet des choses en perspective. Et donc, arrive dans l'école de Palo Alto, donc ils sont plusieurs, mais arrive donc Don Jackson. Donc, lui, il va fonder en 1959 le Mental Research Institute, parce que ce n'est pas tout d'avoir posé une petite bombe. Maintenant, il va falloir modéliser et théoriser tout ça. Donc, il est aidé par John Wickland, qui est chimiste à l'origine, mais c'est un disciple de Milton Erickson. Donc, Milton Erickson, il n'a jamais fait partie vraiment de l'école de Palo Alto, c'est un peu un électron libre. Et lui, ce qu'il a apporté à l'école de Palo Alto, c'est ce qu'on appelle maintenant l'hypnose ericksonienne, et c'est le premier aussi à avoir introduit la sophrologie dans les accompagnements thérapeutiques. Jay Haley également, qui participe à l'école de Palo Alto. Donc lui, il est travailleur familial, il va plutôt développer la branche thérapie familiale, s'intéresser aux systèmes familiaux. Et enfin, il manque sur cette photo Richard Fish. Richard Fish qui va être le fondateur du premier centre de thérapie brève, parce qu'après avoir posé un postulat, théorisé, et bien maintenant, il va falloir soigner. Donc, Richard Fish crée la première clinique. Donc, lui, il est psychiatre, quand même. Donc, en fait, tout ça pour dire que cette école de Palo Alto, elle est quand même pas née du chapeau comme ça. Et elle a mis 20 ans à se construire, l'approche, et à trouver une certaine légitimité aussi, une crédibilité. J'ai fait court. Passionnant. Merci beaucoup. Alors, c'est moi qui pilote les diapos, donc voilà pourquoi Karine me fait un petit signe quand on passe à la suivante. Donc, c'est maintenant. Comme je vous disais précédemment, s'approprier cette approche, c'est un peu prendre une autre paire de lunettes. On va opérer ce qu'on appelle un changement de paradigme. Donc, le paradigme, vous avez une définition qui est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie. C'est une forme de rail de la pensée. Et le paradigme systémique, c'est un changement de rail par rapport à comment on est formaté. Dans notre culture, dans notre histoire, on a d'abord eu René Descartes, donc on est dans un paradigme cartésien, ou analytique, parce qu'on a aussi eu une influence freudienne. Donc, le paradigme cartésien et analytique, donc comme vous voyez, il est plutôt centré sur l'individu.
on est, par exemple, dans une querelle, on va plutôt être centré sur un individu, celui qui pose problème, le fautif, le coupable. Si je fais la comparaison avec le paradigme systémique, on ne va pas être centré sur l'individu. On va regarder le système. On va être sur comment ça marche. Et par exemple, dans une querelle, plutôt que de chercher qui est le coupable, on va regarder comment ça marche entre les deux et on va parler par exemple de dynamique interactionnelle. Le paradigme cartésien, il propose de l'introspection. C'est le côté analytique. On va essayer de comprendre les mécanismes individuels. Alors que dans le paradigme systémique, ce qui va nous intéresser, notre unité d'observation, va être l'interaction entre deux individus. Du coup, je fais une petite parenthèse. C'est très, très confortable de regarder des interactions dans un contexte précis plutôt que de passer un individu à la loupe. Déjà, d'une part, en termes de posture. Ensuite, le paradigme cartésien, il va proposer des évidences qui, à un moment donné, on ne va plus questionner. C'est évident, on ne questionne plus. En revanche, le paradigme systémique, lui, il va s'appuyer sur le constructivisme, c'est-à-dire dire qu'il n'y a pas de réalité. Chacun va construire sa propre réalité, sa propre vision du monde, avec son histoire, avec ses croyances, avec ses idées, ses émotions, ses comportements. Donc, on est bien sur l'idée, plutôt que d'aller vers des évidences qu'on ne va plus questionner, on va bien être sur aller questionner la vision du monde de l'autre ou la réalité d'une organisation pour comprendre comment ça marche. Et enfin, la causalité linéaire du paradigme cartésien, on a plutôt tendance à valoriser dans notre formatage ce fameux esprit déductologique. Si je joue au billard et si je prends la boule de billard, que je tape avec la queue à un certain angle, à une certaine vitesse, il y a de fortes chances qu'elle puisse entrer dans l'angle. Paradigme cartésien, causalité linéaire, A entraîne B. Le paradigme systémique, lui, il va être plus sur une notion de circularité. Si, par exemple, et là, donc, je vais prendre un élément autre qu'un objet boule de billard, mais si, par exemple, je mets un coup de pied à un chien, le chien peut avoir plusieurs réactions imprévisibles. Il peut mordre, il peut, il peut crier. Non, ce n'est pas le mot qui convient. Il peut couiner, il peut mordre, il peut couiner, il peut se sauver. En revanche, on voit bien que la réaction du chien a un impact sur celui qui a donné le coup de pied. Si le chien le mord, on est bien dans une interaction et une dynamique interactionnelle. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails et je reviens au paradigme cartésien et analytique qui est, on va chercher les causes du problème, on va être dans le pourquoi. Alors qu'en systémie, on va plutôt être sur le comment et le pourquoi en deux mots, ou en tous les cas, le comment pour aller vers quoi. On va regarder comment ça marche, ou en tous les cas, comment ça ne marche pas, mais pour faire quoi, pour aller vers quoi. C'est la fameuse question, qu'est-ce qui se passerait si le problème n'existait pas? Et c'est la fameuse question, qu'est-ce qui se passerait si le problème n'existait pas? Suivant. On peut changer de diapo. Tu as spoilé ma présentation. Rapide. Alors, que voit l'œil du systémicien? Donc, en général, dans le paradigme cartésien ou analytique, on va décortiquer les choses. On va les prendre étape par étape, individu par individu. Ce qui fait que, par exemple, à gauche, on a un château, un ciel et des vagues. Séparément, ces trois éléments, ça ne nous apporte pas grand-chose.
Et bien entendu, ce n'est pas ça qu'on va regarder en tant que systémicien, ni même qu'on va questionner. En tant que systémicien, on va voir plutôt ça. Alors, effectivement, les 3 éléments à gauche qui n'avaient pas finalement de sens les uns vis-à-vis des autres, ici, on voit bien qu'on a une certaine capacité à relier les éléments entre eux et avoir un aspect plutôt macroscopique de la situation. Donc là, ça renvoie à une des propriétés des systèmes, qui est la propriété de non-sommativité. Alors, c'est un gros mot, hein, non-sommativité, principe de totalité. Et en fait, ça veut dire que le tout est supérieur à la somme des parties. Et on ne va jamais expliquer une situation par l'individu, mais c'est bel et bien la situation qui va expliquer l'individu. Et donc, je fais une dédicace à Didier Mercier, qui, ayant fait des études d'histoire de l'art, nous a proposé cette diapositive. Vous le rencontrerez peut-être si vous suivez le parcours de formation. Voilà pour l'œil du systémicien. Donc, pas des éléments séparés, mais bien on va prendre les choses dans leur globalité. En général, dans l'approche analytique, comme j'ai commencé un petit peu de le dire, on a un individu qui nous expose un problème et on va essayer de rechercher les causes. À cause de qui? À cause de quoi? Parce qu'on part du principe que si on a trouvé et identifié la cause du problème, on pourra faire disparaître le problème. Dans cette approche, on est vraiment centré sur les causes du problème et on oublie complètement l'objectif. L'objectif est visé par le demandeur ou la personne qui a le problème. Alors, je ne dis pas qu'on va nier les causes du problème. Souvent, c'est une question qui revient, mais alors vous niez les causes du problème? Pas du tout. On va les prendre en considération, mais pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire on va les prendre en considération pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une lecture de la situation par la personne qui nous apporte le problème. La façon dont elle comprend son problème et quelle cause elle lui attribue. Ça va nous apporter des éléments d'information sur sa vision du monde. Mais en aucun cas, on va aller s'appuyer dessus, ni même on va partir à la recherche de ces fameuses causes. Donc, en approche systémique, on ne tient pas compte des causes. Ce qui va nous intéresser, l'approche systémique stratégique, c'est une approche de Palo Alto, c'est une approche qui est centrée problème. On va être centré sur le problème et tourner vers le futur. Qu'est-ce que ce problème génère ou empêche de faire? Du coup, tout le travail de questionnement, plutôt que d'être sur les causes, va être sur la clarification de l'objectif. Si je reprends l'histoire du petit garçon et de la crèche, le problème apporté, c'est l'équipe est au bout du rouleau. Si on clarifie le problème, on arrive à faire en sorte que le petit Arthur ne tape pas sur la porte du dortoir. Et du coup, c'est quand même un problème qui devient plus opérationnel pour nous qui devons accompagner cette situation. Donc, l'élément de référence, c'est bel et bien le problème qui fait émerger, l'objectif qui fait émerger le problème et la demande. On peut avancer. Donc, pour appréhender des systèmes, donc là, on voit un premier système avec des éléments, des acteurs ou des individus, on les nomme comme on veut. On pourrait dire que ça, c'est encore l'approche analytique. Pour nous, ce n'est pas suffisant de regarder une somme d'individus. On va regarder, comme je disais tout à l'heure, on va s'intéresser aux interactions entre les individus. Ils sont interreliés à l'intérieur du système. Mais au-delà de ça, pour mieux comprendre ce qui se passe, entre les interactions, il n'y a pas un espace vide
les interactions, elles sont dans un contexte. Le contexte, il a une influence sur ces interactions. Et donc, il vient combler cet espace. De la même façon, comme on est dans des dynamiques interactionnelles, il y a des circulations d'influence les uns avec les autres qui viennent aussi combler l'espace. C'est-à-dire que même quand il ne se passe rien, il y a quand même de la densité et quelque chose. Et c'est bel et bien ça qu'on va regarder en systémie. Alors voilà, vous avez un bocal, par exemple, pour illustrer mon propos. Le petit bocal, donc normalement, le poisson de gauche ne bouge pas du tout et les deux autres sont bien agités. Mais là, ça ne bouge pas. Bon, je ne sais pas. Ah, voilà, super. Donc, on voit bien que dans ce système bocal, on a l'eau qui vient combler les interactions, donc il ne se passe pas rien. Et puis, on voit, on pourrait dire, un poisson qui est complètement immobile et deux autres qui s'agitent dans tous les sens. Donc, on peut s'interroger et se dire, il doit quand même se passer quelque chose. Parce que celui qui ne bouge pas doit avoir un problème. Alors qu'en fait, si on regarde les éléments du contexte, celui qui ne bouge pas, il est du côté du soleil. Et peut-être bien, on fait une hypothèse, attention, toujours vérifier ces hypothèses en systémie, on peut faire l'hypothèse que s'il ne bouge pas, c'est parce qu'il se fait bronzer. Mais du coup, au regard du système, il a quand même un comportement différent des autres. Et alors les autres, si on les regarde, ils sont un petit peu agités. On pourrait se demander ce qui les agite comme ça. Si on prend en considération l'ensemble du système et les autres systèmes avec lesquels ils sont en interaction, peut-être bien qu'ils sont agités, parce que la présence du chat est pour quelque chose. Mais en tous les cas, voilà. Là, on vous montre comment on va regarder une situation qui peut paraître un petit peu étonnante et prendre en compte tous les éléments. Voilà, la façon d'appréhender les systèmes en systémie. Et du coup, les systémiciens voient des systèmes partout. On décode le monde un peu comme ça, comme le petit schéma que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire des éléments organisés en fonction d'un but. Donc, la définition de Joël de Renet, un système est un ensemble d'éléments en interrelation dynamique organisés en fonction d'un but. D'ailleurs, nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes un système organisé en fonction d'un but, une conférence sur l'approche systémique. Et dans notre système, on pourrait voir deux sous-systèmes, comme ici sur le schéma. On pourrait avoir le sous-système Julie et moi-même, qui sommes les représentantes d'Elanciel, et vous autres, les participants à cette conférence. En général, on va bien s'interroger également sur les interactions entre les sous-systèmes. Je disais tout à l'heure, quand on est dans une organisation, les tensions qu'il peut y avoir entre deux services vont être exacerbées par rapport aux interactions, on va dire, classiques de l'organisation. Souvent, les interactions entre sous-systèmes sont beaucoup plus denses et représentent beaucoup plus d'informations pour nous. Donc, on va vraiment s'intéresser à ça et questionner le système. En approche systémique, on fait beaucoup de petits schémas. Une des forces aussi de cette approche, c'est ce qu'on va appeler, alors pas la schématisation, on va appeler ça la modélisation. Donc, on va beaucoup modéliser en systémie. Donc ça nous vient de Lemoigne et d'Edgar Morin, si vous connaissez. Et l'idée de la modélisation, c'est de rendre intelligible une situation complexe. Alors, bien entendu, on va modéliser des interactions
ou des dynamiques interactionnelles entre deux individus, mais on va aussi modéliser des systèmes complexes avec de nombreux acteurs et participants. On a des techniques de modélisation. Et une modélisation ou un schéma est beaucoup plus intelligible que le descriptif d'une situation sur 6 pages doubles. Donc ça, c'est un des principes aussi, rendre intelligible le complexe. Je crois que je vais un peu vite. Alors, quelques principes en systémie. Donc, on aura plus de temps pour répondre aux questions à la fin, si vous en avez. Et pour l'instant, dans le chat, n'hésitez pas. Du coup, quelques principes en systémique, quelques principes systémiques, pardon. Et ces principes systémiques vont contribuer au changement de paradigme, d'accord? Effectivement, quand on fait un changement de paradigme, on va apprendre à questionner différemment pour d'autres informations. Donc, vous allez apprendre à utiliser une grille de questionnement dite à 360 degrés. Rendre intelligible, modéliser. Alors, ce n'est pas tout de dire on fait un petit schéma, on ne va pas modéliser comme ça au hasard, on va s'approprier des méthodes de modélisation de très simples, deux individus, jusqu'à des organisations complexes, comme une entreprise, par exemple, de 250 salariés, pourquoi pas. C'est un des outils sur lequel voilà, on va travailler. Ensuite, on va acquérir une méthodologie pour créer, réguler et consolider le changement. Donc, c'est une méthodologie qui a un déroulement propre, avec des outils créatifs et évolutifs aussi, qu'il faut s'approprier pour opérer cette démarche, cette approche systémique. Donc, l'approche systémique utilise un langage analogique plutôt qu'un langage digital, parce qu'on part du principe que expliquer, rationaliser, intellectualiser, ça appartient, on va dire, plutôt à l'approche analytique. Le langage analogique, le principe, c'est de parler au cœur des gens plutôt qu'à leur tête. Et donc, pour qu'ils aient leur propre compréhension, en fait, de leur situation. Et on va apprendre à créer des métaphores, créer des recadrages, les construire. Alors, bien sûr, au départ, dans la petite boîte à outils de base, on va dire, du débutant, on a des recadrages et des métaphores toutes prêtes pour chaque situation. Mais petit à petit, on va apprendre à les créer pour qu'ils soient plus pertinents et qu'ils soient plus partie prenante du cadre de référence de l'autre. Et enfin, adopter une posture particulière. On va s'entraîner à cette posture, c'est-à-dire une posture non normative et non pathologisante. Je ne vais pas y arriver. Pathologisante. On va partir du principe que tout individu a un comportement logique au regard de son cadre de référence. Alors, un comportement logique qui peut surprendre, qui peut apparaître comme dysfonctionnel, mais on va partir de cette posture-là. Tout comportement est logique au regard du cadre de référence de la personne qu'on va observer. Et ça, quand on le dit, c'est facile, mais à faire, c'est plus compliqué. Quand, par exemple, j'interviens à l'hôpital auprès d'aides-soignantes et que je leur dis, chacun dans son cadre de référence a ses raisons et a donc raison, tout le monde me dit « oui, ah oui, c'est vrai ». Et quand je leur dis « donc, c'est bien normal si le patient un tel vous crache dessus à chaque fois que vous rentrez dans sa chambre », ah ben non, en fait, là, c'est plus tout à fait normal. Donc voilà, on va partir du principe que les individus font du mieux qu'ils peuvent dans un contexte précis avec comment ils sont équipés pour le faire. Voilà, et du coup, la philosophie de cette approche. Alors, 3 petites citations qui ont été retenues.
qu'on aime particulièrement. Donc, ma préférée, c'est si votre seul outil est un marteau, tous les problèmes courent alors le risque d'être vus comme des clous. Ça veut dire qu'en fait, cette approche systémique, même s'il y a une méthodologie, même s'il y a une boîte à outils, c'est quelque chose qui est très adaptable, aussi bien à la personne qui pratique qu'à la personne qui en a besoin. C'est-à-dire que nous, on va adapter les outils à notre propre pratique en fonction de ce qu'on a pu déjà voir auparavant. Le tout systémique, je ne suis pas pour un tout systémique. Les gens, ils arrivent en formation avec leur propre bagage, donc on ne leur dit pas de laisser leur bagage à la porte. Ils arrivent avec. Et l'idée, c'est que plus la boîte à outils est fournie, et bien mieux on va pouvoir s'adapter à la demande. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de ces citations et les mûrir un petit peu. Alors, je ne sais pas si... Pardon, s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas dans l'outil de discussion. N'hésitez pas. Et puis, on va avancer. On prévoira un temps d'échange à la fin. Je crois que c'est la fin de l'intervention de Karine. Oui, j'ai essayé d'être synthétique. Alors, je vais aller très vite sur cette diapo-là. C'est simplement pour vous donner quelques exemples en fait de mise en œuvre de la systémie chez Elancium. Comme je vous le disais, tous nos savoir-faire s'appuient sur l'approche systémique de l'école de Palo Alto. Et du coup, c'est pour vous donner quelques idées et quelques champs d'application en fait de la systémie. En quoi, voilà, nous, la systémie, ça nous sert à faire tout ça. Merci, je dois vous quitter, mais merci pour cette présentation, Karine. C'est pas moi qui vous quitte, je continue. Donc, on a un parcours de formation certifiante, c'est aussi pour certains l'objet de votre participation à cette conférence. On a un parcours de formation certifiante accompagnement individuel et collectif par l'approche systémique, un parcours de 18 jours qui se compose de 3 formations, une initiation, 3 jours, où là, ça va être une découverte de l'approche systémique. On va commencer à avoir une première lecture interactionnelle des situations. Qu'est-ce qu'on regarde en tant que systémicien par rapport à une situation et qu'est-ce qu'on va moins regarder ou qu'est-ce qui va être moins intéressant pour nous. La deuxième formation qui compose le parcours, c'est l'approfondissement qui dure 6 jours. Là, on va travailler notamment sur la grille de lecture systémique, sur le questionnement systémique, sur la clarification de la demande, comme le disait Karine, le problème qui est présenté est rarement le problème réel. On va parler aussi d'accompagnement sous contrainte. Il y a parfois des gens que vous devez accompagner qui finalement n'ont pas du tout envie d'être là, donc c'est comment est-ce qu'on se saisit de ça. On va également parler effectivement de la posture du systémicien. À l'issue de l'approfondissement, les personnes sont en capacité d'accompagner une personne, évidemment dans son système, en tenant compte de son système, de la clarification de la demande jusqu'à la prescription de tâches et du coup l'accompagnement au changement. À l'issue de la certification, donc qui dure 9 jours, qui est la 3e formation qui compose ce parcours, on est en capacité d'accompagner des situations beaucoup plus complexes. Tout à l'heure, Karine parlait par exemple de modéliser des situations très complexes, faisant intervenir de nombreux intervenants, par exemple, une entreprise. On va être par exemple, je ne sais pas, dans le cadre d'un projet, on va pouvoir modéliser une situation très complexe avec différents services, etc. et voir comment est-ce que ce projet s'articule dans ce cadre-là. On va aussi en certification aller aborder tout ce qui est évolution du modèle, donc toujours en systémie, mais peut-être pas toujours Palo Alto, mais aller voir justement qu'est-ce qu'on peut piocher d'intéressant dans d'autres toujours en approche systémique, mais auprès d'autres personnes, par exemple, et qui vont pouvoir nourrir notre utilisation et notre appropriation de l'approche systémique. Donc, c'est un peu l'idée de boîte à outils qu'évoquait tout à l'heure Karine. Je ne m'interdis pas en tant que systémicienne d'aller piocher des choses qui vont permettre d'affiner ma pratique et qui vont me permettre
voilà, de m'améliorer encore, ou en tout cas de m'approprier un certain nombre de choses qui vont me rendre de plus en plus efficient en approche systémique. Voilà. Donc, ce parcours est certifiant, donc je vous ai remis les compétences. Au niveau des publics que nous accueillons en fait sur cette formation, il y a plusieurs types de professionnels. Il y a évidemment des coachs en entreprise, par exemple, des personnes qui sont en charge d'accompagner des groupes ou des individus. Il y a des professionnels des fonctions RH, par exemple, également des managers qui doivent soit conduire des projets, soit accompagner des changements, soit réguler des équipes et parfois faire face à des situations conflictuelles ou donc soit des équipes qui fonctionnent très bien et qui auraient besoin de fonctionner encore mieux, soit des équipes qui fonctionnent un peu moins bien et auquel cas la systémie permet de comprendre ce qui se joue dans les situations et de clarifier des situations qui peuvent parfois paraître un peu complexes et bloquées. Et puis, dans cette formation, on a aussi beaucoup de professionnels de la relation d'aide au sens large. Ça peut être des conseillers, des conseillers professionnels, ça peut être des assistants travailleurs sociaux, ça peut être des éducateurs, par exemple, ça peut être des psys. On a aussi des thérapeutes. Enfin, voilà. Même si nous, on va avoir... En fait, la formation à l'approche systémique que l'on propose, on ne va pas aborder le champ des thérapies familiales. Ce n'est pas l'objet de cette formation qui est vraiment accompagnement individuel et collectif par l'approche systémique, plutôt dans un univers professionnel. Pour autant, on se saisit évidemment de la systémie et on l'applique chacun dans son... Et des sophrologues, oui, vous avez raison. Voilà. Peut-être une note, parce que parfois on nous dit, mais en fait, ça fait des professionnels qui viennent d'univers finalement très différents et moi, en tant que, je ne sais pas, manager en entreprise, je peux ne pas savoir du tout ce qu'est le métier d'éducateur ou d'éducatrice et du coup, est-ce que ce ne sera pas un frein? Alors nous, on a l'habitude de dire justement que la mixité des métiers et la mixité des expériences professionnelles, c'est particulièrement riche quand il s'agit de systémie, puisque en fait, on va regarder le système et justement, ça va nous empêcher de plaquer des attendus ou des « je sais, je comprends ce que tu vis » par rapport à une situation, mais bien de se rendre compte que finalement, la systémie et la façon d'envisager des situations sous l'angle interactionnel, on n'a pas besoin d'être un expert de la situation et du domaine d'intervention de la personne, mais au contraire, ça va nous obliger à travailler sur le cadre de référence de la personne qui est en face et justement à adapter et à questionner pour comprendre la situation de la personne sans imaginer la comprendre avant, en fait. Donc, c'est particulièrement riche et cette mixité des expériences est particulièrement intéressante. On a fait une petite diapo juste sur qu'est-ce que c'est qu'une formation certifiante, en fait. Donc, nos formations sont déposées au répertoire spécifique de France. Voilà, pourquoi certification partielle, je vais y venir. Nos formations, en fait, sont déposées au répertoire spécifique chez France Compétences, qui a donc 2 répertoires, soit le RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Ça, c'est pour les formations dont les compétences permettent directement d'exercer un métier. Je fais une formation de plombier, j'acquiers des compétences de plombier, je peux devenir plombier, pour faire simple. Le répertoire spécifique, ce sont des formations qui délivrent des compétences qui sont transverses à plusieurs métiers. Évidemment, l'approche systémique, ça permet ce sont des outils qui sont pertinents, que ce soit quand je suis coach ou quand je suis dans des fonctions RH, quand je suis manager, quand je suis professionnel de la relation d'aide. Et donc, le répertoire spécifique, c'est ça, en fait. C'est des formations dont les compétences délivrées sont reconnues par France Compétences et qui sont transverses à plusieurs métiers ou univers professionnels. On a une question, pourquoi certification partielle? En fait, chaque formation est partiellement certifiante, donc l'initiation, l'approfondissement, la certification, ce qui les rend éligibles au CPF notamment, si c'est la façon dont vous voulez financer votre formation. Et c'est la somme des compétences délivrées par ces 3 formations qui vous permet d'être certifié sur le parcours accompagnement individuel et collectif par l'approche systémique.
Voilà le découpage. Si chaque formation était certifiante, en fait, vous devriez passer un jury en fait, à chaque formation, alors que là, en fait, la formation, elle est construite comme étant un parcours en fait, qui vous amène de la découverte de l'approche systémique jusqu'à la modélisation des situations très complexes et des changements, j'allais dire, très ambitieux. J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas et on s'en reparle à la fin si besoin. Évidemment, vous pouvez aller sur le site de France Compétences qui vous donnera aussi toutes les infos sur cette histoire de RNCP, répertoire spécifique. Une dernière diapositive en fait qui vous donne les dates des prochaines sessions. Alors, je sais que parfois certains et certaines paniquent parce qu'ils sont inscrits à des sessions. Nous n'avons mis là que les sessions pour lesquelles il restait des places. Donc, si vous ne voyez pas les sessions auxquelles vous pourriez être inscrit apparaître ici, pas d'inquiétude. Ça ne veut pas dire qu'elles sont annulées ou qu'elles sont décalées ou quoi. Ça veut juste dire que probablement elles sont complètes ou alors il reste une ou deux places ou trois places et auquel cas on ne les aura pas mis sur cette diapo-là. Sur elentiel.com/formation d'ailleurs, vous retrouvez toutes les dates de nos prochaines sessions et vous avez accès évidemment à tous les programmes détaillés, que ce soit l'initiation, l'approfondissement ou la certification. Donc, je vous invite à vous rendre directement sur elentiel.com si vous voulez en savoir plus et puis voir notamment les sessions du second semestre 2022, par exemple. Il y a plus de choses. Une dernière chose autour de la formation, c'est-à-dire qu'au-delà, donc vous avez compris que chez Elentiel, on est plutôt des systémiciens passionnés et qu'au-delà de former des gens à l'approche systémique, on a à cœur en fait d'entretenir et de faire vivre une communauté de systémiciens. Et donc pour ça, on a plusieurs choses. On a notamment les soirées de training systémique. Donc, dès lors que vous êtes inscrit, enfin que vous avez suivi une de nos formations qui compose le parcours à l'approche systémique, que vous ayez terminé ou pas le parcours, ou que vous soyez en cours de formation, peu importe, vous êtes invité aux soirées de training systémique. Alors, j'ai mis soirée de training systémique, pour autant, on a des demandes pour des déjeuners de training systémique en ce moment. Donc, voilà, ça va peut-être évoluer. Donc, ce sont des moments de training systémique qui sont organisés à peu près 3-4 fois par an et souvent un peu plus. Donc, c'est plutôt en distanciel ces derniers temps. Pour autant, on peut en faire aussi en présentiel à Lyon ou à Paris. Ce sont des soirées qui sont gratuites, qui sont donc réservées à nos stagiaires et qui sont l'occasion de travailler en fait entre systémiciens sur une situation qui est portée par l'un des participants ou qui, au cas où, est proposée par un de nos formateurs. L'idée n'est pas d'avoir des apports théoriques sur les trainings systémiques, mais bien d'encadrer le travail du groupe. Mais ça permet déjà de rencontrer d'autres systémiciens et systémiciennes, et puis ça permet parfois de se remémorer des choses, ça permet de garder un contact avec l'approche systémique et j'allais dire avec des réflexes. Le paradigme systémique, très souvent, le paradigme systémique, en fait, voilà, sur la théorie, il n'y a pas de souci, et puis en fait, sur la mise en pratique, parfois, on peut se dire, ah oui, tiens, ça c'est vrai, on l'avait vu, mais en fait, intuitivement, je ne le mets pas en place. Voilà. Et donc, ces soirées de training systémique, c'est à la fois des petits rappels et puis aussi un entraînement, et c'est surtout rester en contact en fait avec l'approche systémique et avec ce que ça induit, par exemple, sur le questionnement et sur la façon dont on va aborder les situations. Ces soirées de training systémique, elles sont donc proposées à tous nos stagiaires. En principe, elles sont complètes en 1 heure. Donc, dès que vous recevez l'invitation qui souvent est envoyée une semaine avant, si vous êtes disponible, vous avez envie de participer, inscrivez-vous très très vite puisque c'est complet en 1 heure. Et en principe, on vous donne le calendrier pour l'année complète. Donc, voilà, si vous pouvez guetter comme ça les envois d'invitation. Les soirées de training systémique sont aussi
annoncer dans les clubs des systémiciens, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, pour pouvoir être admis dans ces clubs LinkedIn et Facebook. Il faut encore une fois être stagiaire d'Elentiel sur sur toute ou partie du parcours que l'on vient de présenter. L'idée des clubs, c'est d'entrer en contact en fait avec d'autres systémiciens qui ont suivi ou qui suivent la même formation que vous. C'est aussi pouvoir rester en contact avec nos formateurs et formatrices qui, de temps en temps, écrivent des articles, qui, de temps en temps, vous proposent une lecture, voilà, vous partagent une lecture. Il y a eu une proposition d'exercice aussi une fois. Enfin, voilà, c'est la vie du club des systémiciens. Voilà, c'est aussi toujours dans cette idée d'animer une communauté de systémiciens et en tout cas de rester en contact les uns avec les autres, au-delà du temps de formation. Et on sait qu'au-delà que ce temps de formation génère notamment des amitiés en fait enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui restent en contact après. On sait qu'il y a des clubs WhatsApp, des groupes WhatsApp notamment entre personnes, entre stagiaires d'une même session. Et c'est aussi voilà l'idée de pouvoir élargir la communauté et être en contact avec d'autres systémiciens.